Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Jurinova dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Nous parlons aujourd'hui de la négociation salariale. Pourquoi la négociation salariale est un sujet sensible? Bonjour à vous, chers juristes talentueuses et talentueux, et bienvenue sur le podcast Jurinova dédié au pilotage de votre carrière. Je vous partage des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière de juriste. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova dédié à la stratégie de carrière des juristes et ancienne responsable juridique. J'ai plaisir à vous partager tous les vendredis un sujet différent en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, vos ambitions professionnelles et vos doutes. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. Il y a quelques semaines, j'échangeais avec une femme de 40 ans au sujet de ses prétentions salariales. Elle me dit être gênée, mal à l'aise d'aborder ce sujet. Elle m'indique qu'elle ne parle jamais d'argent. Nous avons donc exploré cette question ensemble. Elle trouve cela déplacé. Elle considère que le manager ou les RH sont les personnes les mieux placées pour connaître sa valeur. Elle se fie donc à leur jugement et leur grille salariale. Je lui ai demandé combien de fois elle les a rencontrés avant de signer son dernier contrat. Elle m'a répondu « un entretien de 60 minutes avec chacun, soit 2 heures ». Je lui ai donc demandé quelle personne est la mieux placée pour l'évaluer et fixer sa valeur. Quelle personne a la vision globale de toutes ses expériences, de toutes ses missions, de toutes ses responsabilités, professionnelles et extra-professionnelles, qui permettent de développer des talents et des soft skills qui font la différence entre les candidats quand ils présentent tous les mêmes expertises. Elle rit et me répond qu'elle ne voit qu'elle. Personne ne peut aussi bien me connaître, me dit-elle. En effet, c'est bien le cas. Elle vient de prendre conscience que la seule personne apte à l'évaluer compte tenu de son parcours, c'est elle-même. Ok, première prise de conscience. Cela ne suffit pas à régler son inconfort à parler salaire. Elle n'ose pas. Elle ne se donne pas l'autorisation. Il y a un frein à un autre endroit. Et nous allons poursuivre l'accompagnement pour trouver ce frein ensemble. Plus tard, donc, au cours du programme d'accompagnement, nous avons travaillé ces valeurs fondamentales. Les valeurs sont au nombre de 10 environ. Nous en portons chacun environ une dizaine qui gouvernent nos actions et qui nous permettent d'agir dans le respect de celles-ci. Et lors de nos divers entretiens, l'aspect vénal de la question de la négociation salariale est apparu. Cette personne a pris conscience qu'elle portait la valeur humilité très fortement en elle et cela créait une distorsion pour elle. Elle ne pouvait pas faire part de sa valeur sans se sentir faire preuve d'un manque d'humilité contraire à son système de valeurs propres. Ok, seconde prise de conscience. Par des questions successives portant sur le pourquoi est-ce vénal de négocier votre salaire, nous sommes remontés à son éducation, comme quoi cela est mal de réclamer. Et elle a l'impression de réclamer, de quémander comme une petite fille si elle s'autorise à parler salaire. Or, cela lui était interdit dans son enfance. Et elle a intériorisé cette interdiction de manière inconsciente. Troisième prise de conscience. Elle est bloquée dans un système de croyances lié à des interdictions mises en place pendant son enfance. Or, elle n'est plus cet enfant. Elle est une professionnelle expérimentée, compétente, qui a de nombreuses réalisations à son actif. Elle apporte son savoir-faire et ses expertises à une entreprise qui en a besoin, contre un contrat de travail et contre une rémunération. Elle doit donc se donner à elle-même la double autorisation suivante. Premièrement, s'auto-évaluer selon des critères factuels. Deuxièmement, faire part de ses prétentions salariales en entretien. Elle doit s'autoriser ces deux aspects, s'auto-évaluer et faire part de ses prétentions salariales. Nous avons donc retravaillé cette croyance en séance pour qu'elle se donne cette autorisation, enfin cette double autorisation. Et enfin, au cours d'une autre séance, nous avons poursuivi l'accompagnement, nous avons identifié une autre limite, la peur du regard de l'autre, plus exactement le jugement de l'autre sur soi.
Qui n'y a pas été confronté, et qui ne l'est pas encore d'ailleurs? Il s'agit de la peur de se surévaluer ou de se sous-évaluer, et donc d'être challengé pendant l'entretien sur cette éventuelle surévaluation ou sur cette éventuelle sous-évaluation provenant du jugement de l'interlocuteur. Quatrième prise de conscience à ce moment-là. Nous avons poursuivi et nous avons creusé cette prise de conscience pour en connaître la source, d'où vient cette peur du regard de l'autre. Ma cliente a pris conscience au cours de cette séance de son manque de conscience de toutes ses réalisations, notamment les nombreux contentieux gérés à forts enjeux en termes de visibilité publique et d'enjeux financiers lourds, dans des contextes de négociations internationaux. Cinquième prise de conscience pour elle. Nous avons continué. Du fait qu'elle n'en avait pas conscience, elle se sentait illégitime à demander un tel niveau de salaire. Elle laissait donc le pouvoir à quelqu'un d'autre de lui attribuer une valeur. Elle ne s'estimait pas elle-même à la hauteur de ce qu'elle demandait, ou de ce qu'elle pouvait demander. Elle manquait de confiance en elle. Une fois travaillés les éléments de marché ensemble et mis en parallèle donc ses réalisations et ses expertises d'un côté, elle s'est sentie armée pour défendre sa valeur, pour dérouler son argumentaire en entretien. Elle a pris conscience de sa réelle valeur en qualité de professionnelle, notamment sur le marché de l'emploi, en se comparant à d'autres profils qui avaient le même profil qu'elle. Elle a acquis une pleine conscience des éléments factuels qui justifiaient son positionnement salarial. Elle a retrouvé confiance en elle et elle s'estimait à nouveau à la hauteur, légitime à demander ce qu'elle demandait, le niveau de salaire qu'elle demandait. Sixième prise de conscience. Alors, revenons à notre question de départ. Pourquoi la négociation salariale est un sujet aussi sensible ? Je viens de vous partager 6 éléments à prendre en considération qui expliquent cette sensibilité. Et je vous présente tout de suite le 7e ci-dessous. Donc le premier élément que je vous ai partagé, il s'agit des émotions en présence. Ici, la gêne ou le malaise. Parler argent n'est pas très habituel dans notre société, ni même dans les discussions familiales pendant l'enfance. C'est une habileté qui n'est pas nécessairement transmise au sein de la famille pendant l'enfance et l'adolescence, ni même transmise pendant l'éducation, ou par les éducateurs. Deuxième élément, les valeurs en présence. Dans l'exemple partagé, il s'agit de l'humilité et son corollaire, la peur d'être perçu comme vénal. Lorsque la valeur humilité est très forte, c'est difficile pour les personnes de dissocier d'un côté le fait de s'évaluer avec justesse en se basant sur les éléments factuels, et de l'autre côté le fait de se montrer humble. Ils associent l'humilité au fait de ne pas se valoriser avec justesse. Troisième élément, les interdictions liées à l'enfance qui sont inconscientes. Ici, il s'agit de ne pas avoir le droit de demander, de quémander. Dans l'exemple partagé, il s'agissait de ne pas avoir le droit de demander ou de quémander. Ce sont des systèmes de croyances ancrés pendant l'enfance qui créent des blocages pendant la vie d'adulte, des freins inconscients que nous pouvons travailler en séance afin que la personne concernée puisse se donner l'autorisation d'être l'adulte, d'être le professionnel qu'elle mérite. Quatrième élément, la peur du regard de l'autre ou de son jugement. Dans l'exemple partagé, il s'agit de la peur d'être jugé comme se sous-évaluant ou se surévaluant. Cinquièmement, il s'agit de la méconnaissance de son parcours et de ses réalisations. Elle n'a jamais pris le temps de faire un point, un bilan de tout ce qu'elle a réalisé. Donc elle les oublie. Elle n'y a pas accès pendant un entretien ou lorsqu'elle prépare ses entretiens. À partir du moment où on fait des bilans réguliers, où on note régulièrement ses réalisations, ses compétences acquises, ses expertises développées, cela permet de s'appuyer dessus. Sixièmement, le manque de confiance en soi. Dès lors que l'on travaille toutes ces réalisations, qu'on en prend conscience, que l'on prend conscience du périmètre de son poste, du périmètre de ses missions, du périmètre de ses expertises, du chemin parcouru, de tout ce que l'on a acquis sur les différentes missions précédentes, le manque de confiance en soi diminue, la confiance en soi est boostée. Septièmement, le manque d'entraînement à faire valoir son argumentaire fondé sur des éléments concrets, et c'est celui que je voulais vous ajouter. Il s'agit de l'inconfort de se livrer à un exercice dont nous n'avons pas l'habitude. En effet, le fait de faire valoir un argumentaire fondé sur des éléments concrets pour se valoriser soi, c'est un exercice que nous ne faisons que très peu tout au long de notre carrière. Donc c'est quelque chose qui est inconfortable bien souvent. Or,
Bien souvent, les juristes que j'accompagne mènent des négociations quasi quotidiennement ou voire plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Il s'agit des revues de contrats, des contentieux, des négociations liées aux acquisitions ou l'activation de certaines garanties dans certains contrats. Cet exercice, ils le maîtrisent. L'exercice de négociation, ils le maîtrisent bien souvent. En revanche, ils ne savent pas nécessairement argumenter pour eux-mêmes, quand c'est eux-mêmes qui sont mis en avant. Dans ce cas-là, nous travaillons différemment. Je leur pose une seule question. Qu'allez-vous démontrer à votre interlocuteur, au recruteur en face de vous, au manager, au responsable juridique, au directeur juridique? Qu'allez-vous démontrer à cette personne si vous déroulez correctement votre argumentaire? Et la réponse est souvent très rapide. Ils me répondent souvent « Je vais lui démontrer mes compétences en matière de négociation ». Exactement, on change de paradigme, on n'est plus centré sur soi, on est centré sur le fait de démontrer une compétence de convaincre. Et dans ce cas-là, le juriste prend de la hauteur sur l'enjeu de l'argumentaire. Il n'est plus focalisé sur lui et ses peurs et son manque de confiance. Il est focalisé sur la démonstration de ses compétences pour convaincre et faire la différence. Il va faire la démonstration de sa compétence en termes de négociation, ce qu'il maîtrise, puisque c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Quand bien même c'est sur lui-même, il le fait régulièrement sur les contrats, donc c'est une technique qu'il maîtrise. Et cela lui rend l'exercice bien plus accessible et facile de changer de paradigme. Vous l'aurez compris, derrière ces éléments et ces peurs se cachent bien souvent 4 manques faciles à combler. Il y a premièrement le manque de confiance en soi, bien entendu. Deuxièmement, le manque d'estime de soi. Quand on n'a pas conscience de tout ce que l'on sait faire, on ne s'estime pas à sa juste valeur, bien entendu. Troisièmement, le manque de connaissance de sa valeur exacte, compte tenu de son parcours et de ses réalisations. C'est le fait de ne jamais faire de bilan avec soi-même. Quatrièmement, le manque d'entraînement à faire valoir son argumentaire fondé sur des éléments concrets, factuels. Ces 4 manques s'alimentent les uns les autres. Quand ils sont comblés, ils permettent d'atteindre un niveau de confiance en soi confortable pour être serein lors des discussions sur son niveau de salaire. Nous venons de voir ensemble pourquoi la négociation salariale est un sujet aussi sensible. Donc cet élément explique cette sensibilité. Je vous les rappelle. Premièrement, les émotions en présence. Deuxième élément, les conflits de valeurs. Troisième élément, les interdictions liées à l'enfance. Quatrième élément, la peur du regard de l'autre, de son jugement. Cinquième élément, la méconnaissance de son parcours et de ses réalisations, de ses expertises. Sixièmement, le manque de confiance en soi, le fait de se sentir illégitime. Septièmement, le manque d'entraînement à faire valoir son argumentaire fondé sur des éléments concrets et factuels sur son parcours, sur ses réalisations. Une fois tous ces freins levés, vous aborderez bien plus sereinement votre négociation. Prenez bien le temps de vous préparer pour booster votre confiance en vous. Et grâce à cette préparation, vous pilotez votre carrière en définissant une vraie stratégie de carrière qui passe par la conscience de votre valeur propre, de votre valeur intrinsèque. C'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. D'ailleurs, si vous entendez ce message, c'est que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Alors, merci, merci, merci pour votre présence et votre intérêt. Si vous souhaitez retrouver les informations contenues dans cet épisode, les notes sont sur le site jurinova.fr. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter sur le site jurinova.fr pour faire un break dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des conseils de lecture pour certains livres, des conseils d'écoute pour certains podcasts et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Et tant que vous êtes sur le site jurinova.fr, je vous encourage à télécharger votre cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, je vous propose de laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ou bien mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.
Dans le cas où vous auriez envie de me suivre, je vous invite également à vous abonner au podcast Jurinova sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Amazon Music, sur Ocha et bien entendu sur toutes les autres plateformes de diffusion que vous avez l'habitude d'écouter. Si vous pensez que quelques personnes pourraient bénéficier de ce podcast, n'hésitez pas à leur partager également. Et vous pouvez suivre l'actualité du cabinet Jurinova et du podcast sur LinkedIn sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sur Instagram sous l'identifiant @Jurinova Consulting et sur YouTube sous l'identifiant @Jurinova. Enfin, si vous avez des idées de sujets, et cela ça m'intéresse, que vous aimeriez voir traiter sur le podcast Jurinova, dites-le moi en messagerie privée sur LinkedIn ou en commentaire sur Instagram. Ce sera avec plaisir que je les intégrerai à notre programme. Et régulièrement, des sondages seront diffusés sur LinkedIn et sur Instagram pour recueillir vos suggestions. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à toutes les juristes talentueuses et les juristes talentueux.